Voilà, donc je suis très très content d'accueillir le professeur Nassim Kamar. Depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme je le disais en introduction, même si là maintenant c'est enregistré, on a fait beaucoup de choses ensemble, de travail et de congrès où c'était voilà, tout à fait sympathique. Et on s'appuie sur OK, voilà. Et c'est donc le chef du service de néphrologie et transplantation de Toulouse, qui est bon, je vais faire exprès de dire ça, derrière Necker, le meilleur service de la transplantation de France. Allez, ça va. Et qui, en plus, a une compétence parmi beaucoup de trucs qu'il a dans son portefeuille, si j'ose dire, une compétence tout à fait importante sur les virus, avec l'hépatite E, avec beaucoup de choses, et puis également donc le cytomégalovirus. Et donc, je pensais, puisqu'il y a eu des nouvelles recommandations et qu'on se pose quand même des questions avec les nouvelles molécules, je ne sais pas si tu veux en parler, eh bien, qu'ils puissent nous parler des actualités et puis les nouvelles recommandations sur la prise en charge du CMV chez le patient transplanté d'organes, j'imagine. Je pense que tu vas restreindre le topo à ça, et donc on t'écoute. Merci beaucoup, Eric. Comme tu le dis, ça fait grand plaisir d'intervenir au sein de ton service. On est tous des élèves de Necker, bien sûr, et comme toujours, l'élève dépasse souvent le maître, donc ça va très bien. Alors, je vais vous parler effectivement des nouvelles recos internationales sur le CMV qui ont été publiées dernièrement. C'était les quatrièmes, et j'ai la chance de faire partie du groupe, donc je vous dirai ce qu'il y a dans les recos et ce qui s'est dit en off, parce que très souvent, il y a du off qui est parfois plus important que ce qui est dans les recos. Alors, je vais me concentrer sur la greffe rénale. Je ne vais pas faire toutes les greffes parce qu'en fait, il y a des petites variations, mais on pourra toucher un mot à la fin si vous le souhaitez. Alors, voilà mes conflits d'intérêts et on va commencer par la prévention. Alors, si on reprend le tableau la prévention du CMV des dernières recos, c'est-à-dire des troisièmes par rapport au quatrième, j'ai surligné les nouveaux éléments qui ont été introduits dans les recos et on va en parler un tout petit peu. Premièrement, c'est l'arrivée du léthermovir comme nouvelle molécule, notamment chez les D plus R- en greffe rénale, puisque ça a l'AMM. Deuxième élément important qui a été introduit dans les ROCO, c'est l'utilisation d'une immunosuppression à base d'inhibiteurs de mTOR. Ça, c'est en greffe de rein. Dans les autres greffes, ce qui était nouveau, en greffe de foie, il y a quand même pas mal de discussions autour du préemptif. Comme je ne vais pas en parler après, je vous le dis dès maintenant, il y a des papiers prospectifs qui montrent que le préemptif a plus d'intérêt que le prophylactique chez les D plus R- en greffe hépatique. Cependant, on a, en tout cas les ROCO, c'était soit l'un, soit l'autre. Et en dehors de la greffe rénale, il y a également en greffe pulmonaire, où finalement la prophylaxie, c'est d'une durée minimum de 12 mois, plutôt que d'une durée de 6 mois, comme on fait en greffe rénale. Alors, si on retourne à nos chers greffés rénaux, donc vous connaissez tous le papier qui est publié dans JAMA, qui est l'étude Princeps de phase 3 qui a comparé le léthermovir au valganciclovir chez les transplantés rénaux des plus R-. Les patients étaient randomisés, c'est une étude multicentrique internationale. Et dans cette étude, il a été clairement montré, d'une part, à gauche de la diapo, qu'il n'y avait pas de différence dans la maladie ACMV, syndrome CMV ou maladie invasive entre les patients qui recevaient une prophylaxie par l'éthermovir ou par valganciclovir, et la durée de la prophylaxie était de 6 mois. Ultérieurement, donc en fin d'année dernière, donc ça fait un an maintenant, et ont été publié un deuxième article concernant cette étude, concernant l'apparition des mutations sous prophylaxie. Et vous voyez que sous les thermovires, il n'y a absolument aucun cas de résistance qui apparaît sous prophylaxie. Bien entendu, on peut avoir une résistance après, puisqu'on peut avoir quand même des plus et un mois qui font des infections ACMV au-delà des 6 mois. Alors que sous valganciclovir, il y avait quand même un taux de résistance sous valganciclovir qui était nettement plus important, et on reviendra sur ça tout à l'heure.
L'élément qui faisait la différence entre les deux, puisqu'en efficacité, ils étaient identiques, bien qu'il y avait un peu moins de résistance, c'était l'impact sur les leuconeutropénies, puisque très clairement, il y avait nettement moins de leuconeutropénies sous les thermovires par rapport aux valganciclovir, et par conséquent, moins d'utilisation de GCSF. Alors que si on revient sur l'éconotropinie, c'est quand même un élément qui est très embêtant dans la prise en charge, parce que quand on revient sur l'étude Impact, qui est l'étude initiale qui a comparé 3 mois versus 6 mois de valganciclovir, vous voyez que les leuconotropénies, en tout cas leucopénie, c'était de l'ordre de 40% quand on donnait 6 mois de valganciclovir. Et dans un questionnaire, une étude qui a été faite sous l'égide de l'ESOT, où on a demandé aux différents centres quels étaient les éléments qui les embêtaient essentiellement dans la prise en charge du CMV. Ben, la myélotoxicité était rapportée comme un des éléments les plus embêtants dans quasiment 2 tiers des services, et ça entraînait l'arrêt de la prophylaxie dans 10% des patients. Est-ce que cette leuconeutropénie a un impact? Oui, ça a un impact. Ça, c'est une étude un travail de l'équipe de Stanford qui a repris des patients qui étaient soit des plus R-CMV, soit des patients immunisés. Donc, il y avait un peu un mélange des deux quand même. Ils ont regardé l'impact de la neutropénie qui était définie par un taux de neutrophile inférieur à 1000. Et 36% des patients ont développé une neutropénie pendant la période du suivi. Et ceci a entraîné plus de risques d'arrêt ou de réduction de dose de valganciclovir et d'acide mécophénolique. Il y a très très longtemps, et ça Eric doit s'en souvenir, dans les années 2002, 2003, 2004, il y avait les premiers papiers qui sortaient en disant que la réduction de dose de MPA en post-greffe était associée à plus de rejet, donc ça se confirme. Et bien entendu, plus d'hospitalisation et plus d'utilisation de GCSF. Donc ce n'est pas anodin d'avoir une neutropénie parce que ça a un impact clinique chez nos patients. Dans une étude observationnelle française qui a été réalisée il y a 2 ans, à laquelle ont participé la majorité des centres français, nous avons essayé de regarder l'impact clinique et économique de la prophylaxie anti-CMV dans 2 populations. D'une part, on a pris une population D plus R-, donc qui recevait une prophylaxie, c'était avant l'ère de l'éthermovir. Et comme groupe contrôle, on a pris des patients qui étaient D-R-, qui en principe n'ont pas de prophylaxie anti-CMV. Et les patients ont été suivis pendant 6 mois après la greffe. Et vous voyez que les leucopénies ou neutropénies sévères, donc de grade 4, donc c'est les plus importantes, c'était 7% chez les D-R- et 26,5% chez les D plus R- qui recevaient une prophylaxie anti-CMV. Bien entendu, il n'y a pas que la prophylaxie anti-CMV qui peut entraîner de leuconeutropénie. Vous le voyez chez les D-R-, il y a quand même 8% des patients parce qu'ils reçoivent aussi soit des inhibiteurs de mTOR, soit du MPA, soit du Bactrim, soit autre molécule. Donc finalement, ce n'est pas uniquement le valganciclovir, mais il a une part quand même très importante. Et quand on regarde l'impact économique chez les patients D plus R- qui font des leuconeutropénies par rapport à ceux qui ne font pas de leuconeutropénie, il y a un surcoût qui est de l'ordre de 2 000 € sur les 6 premiers mois. Donc ce n'est pas anodin non plus. Toujours dans le cadre de l'étude initiale, il y a eu une sous-étude qui a été présentée jusqu'à présent uniquement sous forme de poster à l'ATC. Ils ont regardé l'impact de l'éthermovir versus valganciclovir, mais dans un sous-groupe de patients âgés de plus de 65 ans. Alors, les patients, les receveurs de plus de 65 ans, en général, ils ont des moelles osseuses un peu plus fatiguées, plus de risque de faire de l'euconeutropénie. Et dans cette sous-étude, il a été clairement montré qu'il y avait moins d'infections ACMV sous les thermovires. C'était 8,5% versus 22% sous valganciclovir. Et bien entendu, moins de leuconeutropénie. Donc, au moins dans la sous-population de plus de 65 ans, ça a un intérêt d'utiliser le thermovir. Le problématique du valganciclovir, c'est quand on le donne, il faut l'adapter à la fonction rénale. Cette étude suisse a regardé en fonction des doses supposées être données et les doses reçues par les patients. On se rend compte que grosso modo, chez les D plus R- ou bien chez les R+, vous avez 40 à 45% des patients qui ont la bonne dose et tous les autres sont soit surdosés, soit sous-dosés. Donc très clairement, l'adaptation de dose de valganciclovir n'est pas très bonne chez quasiment 2 tiers de nos patients, puisque, je ne vais pas vous l'apprendre, la fonction anale bouge beaucoup au début et on bouge beaucoup la dose.
Et parmi les médicaments qui ont été regardés pour voir l'impact entre la discordance entre le CKD-EPI et le DFG mesuré, on voit qu'il y a une discordance de plus de 37%, notamment pour le ganciclovir, donc ce qui correspond à peu près à 40% de nos patients, donc c'est quand même beaucoup. Alors, quand on regarde, toujours dans le cadre de l'étude, c'est un papier qui a été publié il y a quelques semaines dans AJT, toujours dans le cadre de l'étude valganciclovir versus les thermovir, on a regardé finalement l'évolution de la fonction rénale. L'évolution de la fonction rénale était identique dans le bras valganciclovir et dans le bras léthermovir. En revanche, quand on regarde les modifications de dose qui sont survenues au cours des 6 mois de prophylaxie, sous les thermovir, zéro. Il faut dire qu'il ne faut pas adapter la dose à la fonction rénale. En revanche, dans le bras valganciclovir, l'adaptation de dose a été trop importante, puisqu'il y a plus de 63% des patients qui ont nécessité des changements de dose au cours du suivi, allant d'une fois à plus de 10 fois de changement de dose au cours du suivi. Est-ce que ça a un impact? Oui, ça a un impact, parce qu'en fait, quand on regarde l'impact de ces modifications de dose et par rapport au DFG, on voit que finalement, plus on fait de modifications de dose, plus on a de risques d'infection ACMV et plus de risques de maladie ACMV. Donc, en d'autres termes, quand on donne du valganciclovir à des patients instables dont on n'arrive pas à déterminer correctement la fonction rénale et chez qui on bouge énormément la dose, ben, on finit par avoir plus d'infections ACMV et plus de maladies ACMV. Un élément qui est très important, si vous utilisez le léthermovir, et je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point-là, c'est les interactions médicamenteuses, parce que ça augmente l'AUC de la cyclo. Alors on utilise très très peu de cyclo maintenant, mais surtout du tacro. Ça augmente l'AUC du tacro de 2,4 et des inhibiteurs de mTOR. Si on utilise de l'éthermovir, il faut impérativement baisser les doses de tacro initialement. Et l'élément qui est le plus important, c'est qu'à la fin de la prophylaxie, quand vous allez l'arrêter, il ne faut surtout pas oublier de remonter les doses de tacrolimus, sinon vous vous exposez au risque de sous-dosage en tacro et de risque de rejet. C'est pour ça que, en tout cas pour nous, à Toulouse, depuis maintenant plus d'un an et demi, tous nos patients D plus R- sont sous les thermovir dès la transplantation pour s'affranchir des modifications de dose en cas de leuconeutropénie. Certains centres attendent d'avoir la leuconeutropénie sous valganciclovir pour faire le changement, ce qui nécessite de modifier les doses de tacro. Nous, on fait d'emblée de l'éthermovir comme ça, dans la première période, première semaine, on adapte les doses de tacro et on n'est pas embêté avec ça. En dehors de l'éthermovir, les inhibiteurs de mTOR. Vous savez, les premières études sont parues maintenant il y a une dizaine d'années de l'équipe de Sao Paulo de Tedesco Silva qui a comparé des patients qui avaient différents régimes d'immunosuppression, soit ATG et everolimus, soit basiliximab et everolimus, soit basiliximab acide mycophénolique. Et très clairement, l'incidence d'infection à CMV était nettement moindre chez les patients qui reçoivent une immunosuppression à base d'everolimus. Ultérieurement, tous des patients, pardon, je n'ai pas précisé, des patients séropositifs. On est chez les R+. Il y a une étude française, l'étude EVER-CMV, qui a été coordonnée par Anna Kaminski et Lionel Cousy à Bordeaux, dans lequel un grand nombre de centres français ont participé, qui avait à peu près le même design et qui a montré également la même chose, nettement moins d'infections à CMV chez les patients R+, qui reçoivent une immunosuppression à base d'Everolimus. Et tout dernièrement, l'équipe toujours de Elio Tedesco Silva a fait une autre étude avec différents statuts de CMV en comparant les deux mTOR, sérolimus ou everolimus, au MPA, chez des patients qui reçoivent une immunosuppression à base d'ATG et de tacro par ailleurs. Et vous voyez que le risque d'infection ACMV est nettement moindre chez les patients qui reçoivent un inhibiteur de mTOR. C'est pour ça qu'actuellement, il est tout à fait possible, si vous donnez une immunosuppression à base d'inhibiteur de mTOR, de vous affranchir complètement de toute prophylaxie anti-CMV. Vous n'êtes pas obligé d'en donner. Vous n'êtes même pas obligé de faire un suivi préemptif. Il y a très peu de centres qui le font, y compris nous qui sommes convaincus,
Mais très clairement, sur le plan scientifique, on peut tout à fait s'affranchir de tout en donnant juste Tacro et Véro. Et à ce moment-là, on ne fait rien chez les R+, on attend qu'ils fassent l'infection ACMV. Il y en aura très peu. Un autre élément important, c'est le belatacept. Vous savez qu'on utilise de plus en plus de belatacept chez nos patients. Et une des problématiques du belatacept, c'est l'apparition de CMV parfois atypiques et surtout des CMV récurrents. Et dans ce travail qu'on avait mené à Toulouse avec Arnaud Delbello, on a repris les patients qui étaient sous Bela, MPA et qui faisaient des récurrences régulières au CMV. On a converti une grande partie à l'évirolimus. Et une fois qu'on a converti à l'évirolimus, on n'a plus eu de récurrence. C'est pour ça que notre immunosuppression maintenant avec le belatacept, c'est plutôt de l'évirolimus que du MPA. Donc on donne plutôt du Bela et Véro pour bénéficier de l'effet antiviral. Un élément important qui était nouveau également cette année dans les recos, c'était le rôle de l'immunomonitoring, soit de l'ELISpot, soit du quantiferon, on peut faire soit l'un, soit l'autre. En d'autres termes, on va mesurer la réponse lymphocytaire au CMV. Alors, pour faire très simple, chez les D plus R-, c'est pas la peine de le faire, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, ils n'ont pas de réponse cellulaire. En revanche, chez les patients R+, le fait d'avoir une réponse lymphocytaire T permet d'arrêter la prophylaxie précocement. Ceci a été fait dans une étude prospective randomisée d'Oriol Manuel à Lausanne, où les patients ont été randomisés, quantiférons ou pas quantiférons, et quand les patients avaient un ELISpot, dans ce cas-là, pardon, un ELISpot positif, ben, ils pouvaient arrêter la prophylaxie, et ça permet en fait de gagner sur la durée de la prophylaxie. Ça ne permet pas de prévenir les infections, mais ça permet de diminuer la durée de la prophylaxie puisque les patients ont déjà une réponse cellulaire. Ceci a été fait également dans une autre étude espagnole, mais avec du quantiferon, pas de l'hélispot. On retrouve la même chose. Chez les D plus R-, ça ne sert à rien de le faire. En revanche, chez les R+, bah, ça permet d'arrêter la prophylaxie beaucoup plus tôt que si on était parti sur 3 mois. En pratique, ce qui est recommandé pour ceux qui ont la possibilité de faire de l'hélispot ou des quantiférons, c'est de le faire entre J15 et M1. Dans les études, ça a été fait à J15 et M1 post-greffe. Et si vous avez une réponse positive, bah, vous pouvez arrêter la prophylaxie. En revanche, l'immunomonitoring, dans une grosse étude norvégienne, n'a pas permis de prédire les infections ACMV. Ça permet d'arrêter la prophylaxie, mais en revanche, dans cette grosse étude norvégienne, on n'a pas pu l'utiliser pour dire on va prévoir l'infection. Donc il y a une place pour l'immunomonitoring qui est maintenant nouvelle dans le schéma de prise en charge du CMV. Cependant, on est face à quelque chose de nouveau qui est assez cher et qui nécessite d'être étudié. En tout cas, moi, chez les R+, ça peut être utile. Si on veut faire l'avocat du diable, moi, j'ai dit, au lieu de faire tout ça, on n'a qu'à donner des inhibiteurs de mTOR et on se passe de tout ça puisque ça ne marche que chez les R+. Et donc, toujours dans les recos, donc c'est ce que je viens de dire, c'est essentiellement, il faut le tester à J15 chez les chez les R+, pour essayer de réduire, de réduire la durée de la prophylaxie et inutile chez les D plus R-. Là où il pourrait y avoir un intérêt, c'est chez les patients qui ont déjà fait une infection à CMV, chez qui on se pose la question d'une prophylaxie secondaire. Là, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, il y a très très peu d'études pour le dire. Mais en tout cas, ça reste un champ d'investigation. Deuxième pan de la prise en charge du CMV. Alors, je ne vais pas parler de traitement du CMV standard. Ça, tout le monde sait le faire. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est toujours la même chose. On n'a changé absolument rien au traitement par valganciclovir ou ganciclovir, c'est des problèmes d'absorption. En revanche, là où il y a des nouveautés, c'est dans le traitement des résistants réfractaires. Et sur ce nouveau schéma, on voit ce que j'ai surligné en jaune, c'est l'arrivée du maribavir comme nouvel élément dans la prise en charge du CMV. En sachant qu'il faut avoir en tête que le maribavir ne passe pas la barrière hémato-encéphalique et en cas d'atteinte, par exemple une atteinte oculaire, une rétinite à CMV, c'est directement du foscarnet, c'est pas du tout du maribavir parce qu'il ne passe pas la barrière.
L'étude Solstice, qui est l'étude Princeps, qui a comparé le maribavir à tout autre traitement, selon, à la discrétion du clinicien. On a inclus dans l'étude des patients transplantés d'organes solides ou des transplantés de moelle. Et dans cette étude, les patients recevaient du maribavir ou l'autre traitement, qui pouvait être ganciclovir double dose, euh, foscarnet ou cidofovir, pour une durée de 8 semaines. Et à 8 semaines, il y avait un delta plus important en faveur du maribavir de clairance virale, 56% versus 24%, donc clairement en faveur du maribavir. La problématique est que à l'arrêt du traitement et dans les 8 semaines qui ont suivi, il y a eu un grand nombre de récurrences et de réactivation, en tout cas de repositivation de la PCR. Mais malgré ceci, ça reste en faveur du maribavir, 19% versus 10%. Bon, on peut se contenter de ça, c'est mieux que rien, mais c'est pas non plus la panacée, puisqu'il y a quand même 80% des patients qui restent positifs. Un autre élément qui est important dans l'étude, c'est que 26% des patients ont développé des résistances au maribavir pendant le traitement. Quand on regarde le détail, c'est survenu essentiellement chez les non-répondeurs, pas chez les répondeurs avec récurrence, mais plutôt chez les non-répondeurs. Et ce chiffre de 26% a beaucoup inquiété. Une autre étude a été publiée l'année dernière. En fait, c'est une sous-étude de la première où on s'est concentré uniquement chez les transplantés d'organes solides. On retrouve les mêmes résultats, 55% versus 26%. À 16 semaines, il n'y avait pas de différence, mais c'était toujours en faveur du maribavir, quel que soit le type d'organe greffé. Donc, très clairement, le maribavir est devenu le gold standard, bien qu'il soit pas complètement satisfaisant. Ce qui est intéressant dans ce deuxième papier, c'est que les patients qui ont fait une résistance au maribavir ont pu finalement renégativer ultérieurement, soit en prolongeant le traitement, soit en reprenant d'autres traitements. Dans certains cas, le CMV est redevenu sauvage et le traitement par valganciclovir a été efficace, ou bien ils ont eu autre chose comme du foscarnet. Dans ce papier qui est paru il y a quelques jours, on a regardé l'impact de l'absence de clairance virale chez les transplantés d'organes solides sur la mortalité, qu'on pouvait s'attendre. Ceux qui ne répondent pas au traitement meurent plus que ceux qui répondent au traitement, que ce soit dans le bras maribavir ou que dans le bras traitement autre. Et quand on regarde les causes de mortalité, il y avait beaucoup d'atteintes pulmonaires, puisque c'était beaucoup plus fréquent chez les greffés cardiaques et pulmonaires par rapport aux greffés rénaux. C'était essentiellement des patients qui avaient des comorbidités cardiovasculaires, qui étaient essentiellement des D plus R-, et surtout qui avaient une virémie élevée initialement. Je vais revenir sur ce point-là qui me semble un des points les plus importants. Et quand on regarde tout en bas de la diapositive, vous voyez que le délai entre le début du traitement et le décès était relativement court, était de 1 mois. Je vous rappelle qu'on avait 8 semaines de traitement. Ce qui veut dire que non seulement les patients étaient graves, mais en plus qu'on a commencé le traitement à un stade très avancé où finalement on ne pouvait pas espérer qu'il négative. Qu'en est-il du maribavir dans la vraie vie? Ça, ce sont les données françaises, puisque depuis qu'il y a eu l'autorisation de mise sur le marché, il y a eu comment dire, l'accès compassionnel, pardon, au traitement, et le laboratoire Takeda a financé finalement le recueil de l'ensemble de ces données. Premièrement, on a pu recueillir les données de à peu près 84 patients en France, majoritairement des greffés d'organes solides, majoritairement des greffés rénaux. Ce qui était un tout petit peu différent par rapport à l'étude Solstice, c'est qu'on a pris des patients un peu plus graves, c'est-à-dire qu'il y avait un DFJ entre 15 et 30, on les acceptait, alors que dans l'étude Princeps, à plus de 30, ils étaient refusés. Et on a pris des patients, même s'ils avaient de l'euconotropénie, ce qui n'était pas le cas. Et deuxième élément important, c'est que dans l'étude française, il y avait plus de patients qui avaient une virémie élevée. Dans l'étude Solstice, il y avait à peine 6% qui avaient des virémies élevées, alors que là, on en avait 24%. Alors, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que très clairement, on arrive à négativer un certain nombre de patients, ce qu'on attendait, et de façon importante. La proportion est à peu près identique à celle de l'étude Solstice, de l'ordre de 50%. Mais
Le temps d'obtenir la clairance virale est assez prolongé. Les patients mettent quasiment 2 mois avant de négativer. Et ce qui est intéressant sur la courbe de droite, c'est que des patients qui ont reçu plus de 3 mois, c'est la courbe rouge, bah finalement, on continue à négativer. Donc, si on donne une durée de traitement plus importante, on arrive encore à négativer certaines personnes. Donc, on a l'impression que c'est un traitement un peu diesel qui met un peu de temps, ça se décale et il faut le prolonger pour que ça marche. Ce qui était intéressant dans l'étude française, c'est que finalement, notre taux de résistance au maribavir était nettement moindre que celui qui était observé dans l'étude Solstice, puisqu'ils avaient 26%, je vous rappelle, et nous, on n'a trouvé que 14%, donc c'est déjà non négligeable, mais ça reste quand même la moitié, donc ce qui est assez rassurant. Pas de facteur prédictif spécifique de la clairance virale dans notre étude, puisque finalement, l'effectif n'était pas suffisant pour trouver quoi que ce soit. Ce qui était important de savoir, c'est que quand l'étude Solstice a été publiée, la FDA a fait une alerte en disant attention pour les charges virales élevées, ceux qui étaient à plus de 4,7 log, puisque finalement, dans cette catégorie de patients, la réponse était observée uniquement chez 30% des patients, alors que pour ceux qui avaient des charges virales un peu plus faibles, bah, la réponse était 2 fois supérieure, parce qu'on était à 67%. Donc très clairement, il s'est posé la question de l'intérêt d'utiliser autre chose pour casser la charge virale. Et ça, c'est la partie qui s'est dite en off finalement pendant la conférence de consensus. C'est qu'il y a un certain nombre de centres, et on fait partie maintenant de ces centres-là, que quand on a un patient qui est résistant réfractaire, qui a une charge virale élevée, on commence par quelques jours de fausse carnette pour casser la charge virale initiale et on enchaîne sur le maribavir par la suite. L'équipe de Bordeaux, sous la baguette de Anna et de Lionel Cousi, Anna Kameski et Lionel Cousi, ils ont fait une étude comparable à celle de l'étude compassionnelle en reprenant tous les transplantés rénaux en France qui ont reçu du maribavir. Et vous voyez sur cette courbe-là, quand on a la charge virale la plus élevée, c'est les courbes, les histogrammes en bleu marine, bah, c'est ceux qui ont le plus de persistance virale, c'est ceux qui ont le moins de clairance. Et en analyse multivariée, bah, le fait d'avoir une virémie élevée était un facteur prédictif de non-guérison, alors que la virémie basse était associée à l'absence de récurrence. Ils ont trouvé la même chose quand ils ont regardé ce qu'il en était pour les résistances. Plus les patients ont une charge virale élevée au moment de l'introduction du maribavir, plus ils sont à risque de développer des résistances. Donc ça va dans le sens qu'il faut vraiment, si on a une charge virale élevée, sur un résistant réfractaire, commencer par du Foscarnet, 3 à 5 jours, on est plutôt à 5 jours, et une fois qu'ils ont cassé leur charge virale, on introduit le maribavir. Une question qui s'est posée, c'est une question pharmacocinétique. Faut-il donner plus? Faut-il donner moins? Est-ce qu'il y a des facteurs qui influencent? Il y a ce papier qui a repris toutes les études de phase 1, 2 et 3 et ils ont montré qu'il n'y a pas d'éléments qui interfèrent directement avec la pharmacocinétique du maribavir et surtout que une exposition plus importante au maribavir n'était pas associée à moins d'infections virales et à moins d'émergence de résistance. Donc probablement on est sur la bonne dose, mais c'est la durée et la charge virale qui jouent plus que l'exposition. Parmi les dernières diapos se pose la question du coût, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'éthermovir. Il faut savoir que l'éthermovir est à peu près 15 fois plus cher que le valganciclovir, et le maribavir est une molécule chère également. Donc aux États-Unis, ils ont fait une étude pour regarder à la fois le Cali et à la fois les euros en traitement par maribavir versus les autres traitements. Et très clairement, le maribavir reste moins cher que les autres traitements qui nécessitent des hospitalisations, etc. Cette même étude a été faite en France, a été présentée dernièrement. Et là aussi, on trouve que c'est en faveur, c'est cost-effectif de donner du maribavir plutôt que de donner les autres traitements. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas eu une évaluation du sous-groupe qui recevra Foscarnet puis maribavir. On est sur du maribavir seul.
Pour finir, quelques recommandations, autres recommandations chez les résistants réfractaires. Qu'en est-il des immunoglobulines intraveineuses ou des immunoglobulines spécifiques anti-CMV comme les cytotectes? Elles ne sont pas recommandées de façon systématique. En revanche, elles peuvent être utilisées dans les formes sévères. Elles peuvent être associées au maribavir dans les formes résistantes réfractaires. Et surtout si les patients ont des taux d'immunoglobulines qui sont relativement basses. Le deuxième élément qui est important également, c'est la thérapie cellulaire. Probablement, c'est l'avenir chez les patients qui ne répondent pas au maribavir. La thérapie cellulaire, il y a le papier australien qui avait été publié il y a quelques années maintenant, où c'était une étude de proof of concept, où ils ont repris les PBMC du receveur, ils ont fait une expansion et ils ont isolé les CD8 et CD4 CD8 anti-CMV et ils les ont donnés aux patients et finalement bah, ça marchait bien. Cette thérapie cellulaire marchait bien chez les patients, mais pour l'instant il n'y a pas d'études randomisées, il n'y a pas d'études prospectives de grande ampleur montrant l'intérêt, bien qu'il y ait d'autres études en cours. L'autre étude qui est en cours actuellement, et qui va débuter prochainement à Bordeaux, Toulouse et Lyon, c'est l'utilisation de thérapie cellulaire gamma-delta. Alors ne me demandez pas d'expliquer tout le schéma des gamma-delta ou que les Bordelais excellent dans le sujet, mais pour faire simple, l'avantage d'utiliser une thérapie cellulaire gamma-delta permet de s'affranchir de la restriction HLA dont on a besoin pour faire les thérapies cellulaires standards. Donc là, ça a été financé dans le cadre d'une ANR et d'un PHRC. Et donc, il va y avoir la mise en place de thérapie cellulaire gamma-delta en association au maribavir chez les patients qui sont très résistants réfractaires, surtout au moment de la récidive. Et je vous remercie de votre attention. Je pense avoir tenu le temps. Merci Nassim, tu as tenu le temps, j'avais dit que c'était 30 minutes maintenant. Nous avons décidé que c'était 30 minutes plus 15 minutes de questions. C'était absolument passionnant. En pratico-pratique, Oui, c'est ça aussi, et c'est ton niveau d'expertise qui nous intéresse. Donc, euh, D-, R-, on n'en parle pas, c'est bon. Aujourd'hui, la cyclovir. non, non, mais c'est pour ça. Donc, oui. Oui, mais on donne quand même, c'est important de signaler, on donne quand même du valacyclovir pour prévenir l'HSV, puisque finalement, il y a quand même de l'HSV chez les patients, et en général, c'est couvert par le valganciclovir. Si on ne donne rien, ils ne sont pas couverts. Oui, oui, ça me rappelle, il y a aussi très longtemps avec Christophe Lejean, de la première étude dans New England avec le valacyclovir, et en fait, il s'était randomisé en double aveugle, mais enfin, on savait très bien, parce que les autres, enfin, ceux qui avaient du placebo, ils avaient tous le bouton d'herpès, comme on dit. Donc, voire plus si. Bon. Euh, pour les populations les plus à risque, c'est-à-dire, enfin bref, R plus, pardon, des plus R moins, donc là, maintenant, vous faites du maribavir, Les thermovirs. du léthermevir, pardon, à tout le monde. Oui, Vous faites le quantiferon, non. donc combien de Des plus, temps? des plus R moins, on fait 6 mois de l'éthermovir. Comme les D'accord. ROCO, conformément à l'étude Princeps, il y a beaucoup de centres. Alors, il y a il y a quatre types d'utilisation en France. Il y a ceux qui sont comme nous, qui font du D+, R-, qui font systématiquement de l'éthermovir à tout le monde pendant 6 mois. Je pense qu'on doit être les seuls actuellement. Bon. Deuxièmement, il y a ceux qui donnent du valganciclovir, qui attendent qu'il y ait la leuconotropénie, etc., et qui convertissent à ce moment-là les patients du valganciclovir au léthermovir. Il y a ceux qui font du léthermovir en de novo d'emblée, mais uniquement dans des sous-populations spécifiques, notamment les personnes âgées. C'est le cas de Poitiers, par exemple. Et il y a ceux qui n'utilisent pas du tout le léthermovir. C'est que c'est beaucoup plus cher ou C'est 15 fois plus cher. Voilà, non, mais c'est une très bonne question, c'est un peu la question, mais nous, on se pose la question de revoir nos euh, schémas, protocoles, etc. Donc, OK.
Donc, Après, pardon, juste ouais, le seul élément qui n'a pas été quand même calculé et qui est très difficile à calculer, c'est comme ça, moi je l'ai défendu, c'est que certes c'est 15 fois plus cher en général, mais on a tous en tête le patient qui le vendredi soir vous appelle parce qu'il a ses 300 neutrophiles et que vous ne savez pas si vous lui arrêtez, vous ne l'arrêtez pas, vous lui faites l'ordonnance du GCSF, le temps médical que ça prend, l'ordonnance, etc. Tout ça, c'est du temps qui n'est pas du tout comptabilisé. Et je pense qu'il est loin d'être négligeable si on regarde qu'il y a à peu près 30 à 40% des patients qui feront des leuconeutropénies. Donc c'est pour ça que sur le plan médico-éco, certes la molécule est plus chère, mais je ne suis pas sûr que si on introduit tout le temps médical, tout le GCSF, tout le reste, que ça restera toujours aussi cher. ouais, il y a plus de sang, inquiétude, enfin tout ce qu'on peut imaginer, on est bien d'accord sans parler. Et les résistances, parce qu'une fois on a beaucoup plus de résistance, donc plus de Marie-Bavir. Et Marie-Bavir, c'est pas donné non plus. Ah oui, c'est bien comme ça. Donc, toujours pour la prophylaxie, pardon, D plus R plus, Nous, on fait du ou Vaillant-Séguin. D moins R plus, d'ailleurs, chez tous les R plus, allez. Bah, chez les R+, nous, on continue pour l'instant. Mais vraiment parce qu'on n'a pas pris le temps de changer, mais on continue à faire du Velganciclovir pendant 3 mois. Et vous avez combien de patients avec de l'évéro d'emblée? Ah bah, on a tous les malades depuis juillet 2024. On doit avoir maintenant une cinquantaine de malades. C'est Tacro Évero? Alors nous, on fait Tacro et Véro, on fait maintenant de plus en plus de Bella, on a de tout. Ouais, Ah, tout on à t'entend fait. plus. On t'entend plus. Ah, et pourtant, je suis là. Tu m'entends là? Ouais, ah, ça y est, on t'entend à nouveau. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, pourtant, j'ai pas bougé. Je disais que, quelle que soit l'immunosuppression, D plus R moins, on donne du léthermovir, que ce soit avec de l'Evero ou que ce soit sans Evero. Non, mais pour les R plus. Pour les R+, alors nous, notre immunosuppression de base est majoritairement Tacro et Véro, mais on continue à donner du Velganciclovir 3 mois, alors que très clairement, on pourrait s'en passer. D'accord. Mais on ne fait pas d'immunomonitoring du tout à Toulouse, on fait ni ELISpot ni quantiferon. On n'a pas ça chez nous, je crois pas, hein. Non, mais parce qu'il y a des représentants éminents de la virologie, donc c'est ça que je vous posais la question. Ok, bon, traitement curatif classique et résistance, Bah, Marie-Baptiste, ça ne se discute pas, et Foscarnet si charge élevée. c'est ça. Juste pour C'est que ça. Alors ça, il n'y a pas d'études pour l'instant sur Foscarnet charge élevée, mais très clairement, quand on regarde les données de Solstice, les données françaises, et quand on regarde l'alerte de la FDA, très clairement, quand on a plus de 4,7 log, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc autant casser la charge virale avec un peu de Foscarnet initialement. D'accord. Nancy, moi j'avais une autre question. Du coup, la surveillance de la PCR-CMV, est-ce que vous avez changé votre habitude maintenant avec finalement le thermovir? Continuer à faire, ne pas faire? Ah non, nous, on a sous prophylaxie, on n'a jamais fait de PCR, CMV sous prophylaxie, y compris chez les valganciclovir. On le fait que si le patient, on a l'impression qu'il est sous-dosé, surdosé ou on suspecte une infection. Mais on n'a jamais fait de surveillance PCR sous prophylaxie. Et donc, du coup, on n'en fait pas du tout. Et Et très donc, clairement, sur les thermovires, il n'y en a quasiment jamais. Je veux dire, il ne se passe rien, hein. vous en refaites après l'arrêt du traitement prophylactique. Non, non Faites plus. pas. Oui, Non non, plus. non, Non non. plus parce que c'est même pas dans les recos, parce qu'en fait, si on veut faire des PCR à l'arrêt du traitement, la question est de savoir quand. Si vous voulez le faire, et ça c'est écrit dans les recos, bah, il faut le faire toutes les semaines pendant une durée de, je sais pas, de 3 mois. Donc en gros, on repart sur une stratégie préemptive. Si on le fait qu'une seule fois ou 2 fois, mais à quel moment? À une semaine, à un mois, à un mois et demi, à 2 mois? On sait très bien que tu peux le faire le mardi et le patient va faire son infection le jeudi. Donc non, on ne fait jamais de PCR à l'arrêt de la prophylaxie, puisqu'en fait, on ne connaît pas le bon timing. Soit il faut le faire toutes les semaines, soit il faut rien faire. Vous n'avez pas de question. D'accord. D'autres questions? Enfin, et donc, le Bella, maintenant, vous l'utilisez plus qu'avec mTOR? Ah non, Façon, pour t'énerver, façon Lionel Rostand? ah non, pas du tout. Nous, on utilise surtout maintenant de plus en plus, et là on va sortir un papier, surtout chez les patients dans la première année post-greffe, on utilise systématiquement Bela, Tacro, mTOR, corticoïdes pour s'affranchir de tous les problèmes de rejet. Il y a, ça avait déjà été fait avec Bela Tacro MPA par l'équipe d'Atlanta, c'est un papier d'AJT.
Et là, nous, on l'utilise depuis pas mal de temps. Du coup, on s'est affranchi de tous les rejets cellulaires précoces. Et là, Arnaud Delbello a repris pas mal de cas français. On doit avoir que 500 malades à peu près, hein. Et clairement, c'est quand on donne Bella faible dose de tacro, c'est-à-dire entre 3 et 5 maximum, hein, et de Levero, ben, on s'affranchit finalement des rejets cellulaires. Et en parallèle, on donne des mTOR pour s'affranchir des infections virales. Et après, on l'arrête, bien entendu. Après, on continue pas ce quadrithérapie, hein. Après, Vous arrêtez le tacro. on arrête le tacro entre 9, en grosso modo, entre 6 et 12 mois en fonction des profils des patients. D'accord. Nassim, une dernière question. Une fois que l'infection à CMV est survenue, tu mets une prophylaxie secondaire, combien de temps? Ah, ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on a eu du mal à répondre à cette question dans les recos parce que les études prospectives qui avaient été faites n'ont pas montré un intérêt de faire de la prophylaxie secondaire. C'est des études canadiennes de chez Atulumar de Toronto. Ça y est, j'ai retrouvé de Toronto qui n'ont pas retrouvé d'intérêt à faire de la prophylaxie secondaire. Cependant, il nous semble pas tout à fait raisonnable de ne pas en faire chez certains types de patients. Donc, on a laissé la porte ouverte en disant, si vous pensez que le patient est à risque de récidive, en d'autres termes, si c'est le patient qu'on a désensibilisé, si c'est le patient qui a eu de l'ATG, si c'est un patient qui est archi-immunodéprimé, ça semble tout à fait logique de reprendre une prophylaxie secondaire pour une durée de 3 mois. C'est là qu'il pourrait y avoir un rôle très intéressant de l'immunomonitoring. À la fin du traitement, si le patient a un quantiferon au plafond, un hélispot au plafond, le rôle de la prophylaxie secondaire est probablement moins important. Mais si le patient est râlé pâquerette, bah, très clairement, il en a besoin. Donc ça y est pas dans les recos dits comme ça parce qu'on n'a pas de données, mais scientifiquement, c'est ce qui semble le plus pertinent. D'accord. Aussi. C'est vrai que Et plus de surveillance, c'est bien. plus de surveillance CMV. C'est des gens qui vont être contents. Bah, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, c'est aussi la période où ils viennent moins souvent en consultation. Donc, on ne va pas les faire revenir une fois par semaine uniquement pour le plaisir. En Euh, post-prophylaxie, tu veux Après, dire? il y a le BK, mais enfin bon, ça c'est encore. Non, mais ça, c'est autre chose. Effectivement, s'ils reviennent pour le BK pour le faire une fois par mois pendant 9 mois comme il est recommandé, c'est sûr on peut leur faire un CMV. Mais très clairement, ça peut être, je pense, faussement rassurant parce que le jour de la consulte, il est négatif, le lendemain, il est positif. Et vu la vitesse de réplication du CMV, avant qu'on le revoie la fois d'après, il est à 5 logs. Donc, Très bien. Et vous, les dosages, vous les faites à quel moment? les dosages de quoi? De Valgan, enfin, d'antiviraux? Ah, ça- alors, Alors, je vais répondre, comme je dis quand même, le problème des dosages des antiviraux est un problème uniquement franco-français, parce qu'il n'y a pas un autre pays au monde qui se pose la question. Alors, nous, on fait exceptionnellement des dosages de valganciclovir. Je me suis souvent accroché un peu avec mes collègues pharmacologues, parce qu'en fait, la question, moi, je veux bien le faire, ça ne me pose pas de problème. La seule question, c'est de savoir à quel moment. Parce que si on part du principe qu'on donne du valganciclovir à un patient, alors vous connaissez très bien les greffés rénaux qui sont de plus en plus âgés, qui font toutes les complications de la Terre, le temps qu'il sorte de son retard de reprise de fonction, on fait un dosage, on est dedans. Sauf qu'une semaine après, il a le lymphocèle. Sauf qu'une semaine après, il a encore la pyélonéphrite. Après, il revient parce que son WJ est bouché. Après, il va peut-être faire un rejet. Donc, en fait, on passe, grosso modo, les premiers mois avec des énormes variations de débit de filtration glomérulaire. Donc, si à chaque fois, il faut faire un dosage de valganciclovir pour l'adapter, pour adapter la dose de valganciclovir, ben, on aura remplacé en fait la stratégie préemptive en faisant une PCR toutes les semaines, en faisant du valganciclovir à dosage toutes les semaines. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout fan. Bah, je me dis, autant mettre du léthermovir qui n'a pas besoin ni d'être adapté à la fonction rénale ni à rien, et c'est une dose et il ne se passe à rien, bien que ce soit un peu plus cher. En revanche, on l'utilise dans certains cas si on a des patients où on suspecte qu'ils ne le prennent pas ou où il y a des cas très particuliers. Mais en routine, en tout cas, vu le volume de nos greffes, ça me semble impossible de remplacer les PCR-CMV par des dosages de valganciclovir. Nous, on le fait uniquement parce que souvent les urologues ne veulent pas obligatoirement nous faire tout de suite une résistance. Ils veulent d'abord vérifier que la concentration
valside, bref, est correct. En sachant que, c'est une discussion que j'ai souvent avec Sophie Alain, en sachant quand même qu'à ma connaissance, peut-être j'ai raté, mais j'ai pas quand même d'études solides montrant quand même une corrélation parfaite entre l'apparition de résistance et les cibles de valganciclovir. Il n'y a pas eu d'études en montrant quelle est la cible exacte, que ce soit en AUC ou que ce soit en taux résiduel, parce que quand même c'est pas du tout la même chose, et le devenir clinique. Donc, moi, ce que je suggère, c'est ce que je répète tout le temps à nos collègues pharmacologues, mais il faut faire une étude prospective. Il faut faire une étude prospective qu'on voit vraiment l'impact clinique. Mhm. Ok. Autre question? Bon, bah écoute, va te reposer parce que après tes gardes nombreuses et variées, mais tu as l'air tout à fait en forme. Et merci beaucoup de nous avoir parlé. Mais avec plaisir, merci à vous. Très vite. Merci Nassim. À Salut. bientôt. Salut, salut Alexandre, salut Eric.